Bonjour à toutes et à tous. Je suis bienvenue à l'auditorium du Louvre. Mon nom est Luc Bougnol-Lafont. Vous ne me connaissez sans doute pas, et c'est avec une légère émotion d'ailleurs que je vous accueille aujourd'hui, puisque je viens de prendre mes fonctions de directeur de l'auditorium et des spectacles du Louvre il y a quelques jours seulement. Donc je suis très heureux de faire... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je fais mes débuts sur cette scène, voyez-vous, et donc je suis ravi que ce soit à l'occasion de la présentation de cette exposition dont je vais vous dire un petit mot tout à l'heure avant de laisser la parole à Roberta Serra. Simplement pour vous dire que on n'est pas là pour parler de moi, mais simplement vous dire que j'ai travaillé auparavant au Musée d'Orsay. Avec la présidente Laurence Descartes, qui donc maintenant préside aux destinées de cette très belle maison, le musée du Louvre, et qui m'a invité à la rejoindre pour imaginer, je l'espère, pour vous en tout cas, le public, de très beaux projets dans les mois et les années qui viennent. Aujourd'hui, nous sommes donc là pour vous présenter cette magnifique exposition qui a ouvert il y a quelques jours à l'El Sully, que vous avez certainement vu ou que vous irez voir à la suite de la présentation que nous en fera sa commissaire, Roberta Serra, que vous connaissez sans doute parce que, pardon Roberta, j'allais dire que vous faisiez partie des meubles un petit peu dans cette maison, mais vous êtes rattachée au Louvre depuis quelques années maintenant. Vous venez de Bologne vous-même, vous êtes ingénieur d'études, chargé de recherche au département des arts graphiques du Louvre, et vous nous présentez à travers cette exposition et à travers ce magnifique catalogue le fruit d'années de recherche sur le dessin bolonais du XVIe siècle. Nous avons des collections parmi les plus riches dans le monde dans ce domaine. L'exposition vous a permis d'en sélectionner quelques-uns parmi les plus beaux, avec des artistes immensément célèbres, d'autres moins. C'est ce que c'est aussi l'enjeu de cette exposition. Donc je vous invite à courir voir l'exposition après cette présentation, et bien sûr à acquérir ce magnifique catalogue qui est beaucoup plus qu'un catalogue d'exposition habituel. C'est le tome 12 de l'inventaire général des dessins italiens du Louvre. Roberta, je vous laisse la parole, et très bonne journée, très bonne conférence à vous toutes et à vous tous, et à très bientôt. Merci. Merci infiniment à Luc Bougnol-Lafont, directeur de l'auditorium Michel Laclotte, dans lequel nous nous trouvons donc, pour cette présentation. Et effectivement, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui une exposition de dessins qui est ouverte depuis déjà une semaine dans l'aile Sully Nord du musée du Louvre, dans la salle adjacente à la salle de médiation des arts graphiques, dans laquelle on peut découvrir donc, les techniques du dessin. Effectivement, c'est cette exposition qui présente 44 dessins et l'aboutissement d'un travail de recherche qui a duré plusieurs années et que j'ai mené sur l'école bolognaise, sur les dessins de l'école bolognaise du XVIe siècle. Il faut rappeler que les collections des dessins et la collection des dessins bolognaise au Louvre est de richesse remarquable, car si l'on considère la totalité du fonds de cette école, elle comprend plus de 3000 feuilles pour la période allant du XVe au XVIIIe siècle. L'ensemble des dessins du XVIIe siècle a été étudié et présenté intégralement dans 2 volumes, publiés en 2004 et en 2013, par Catherine Loisel. Les dessins du XVIe siècle viennent d'être publiés dans le tome 12 de l'inventaire général des dessins italiens consacré à l'école bolognaise, dans lequel vous pouvez trouver 431 dessins et un album de 119 folios dessinés, donc pour un total de 550 œuvres en tout. Quelques mots sur la provenance de ces dessins, est toujours important de les rappeler. Ces feuilles proviennent pour la plupart de la collection du banquier d'origine allemande, Évrard Jabach, acquise en 1671 pour les cabinets du roi. Mais également, ces feuilles proviennent de la vente de la collection de Pierre-Jean Mariette en 1775, des saisies révolutionnaires, notamment en 1797, de la collection Saint-Maurice, ainsi que de la collection d'Hercule III d'Est à Modène.
Il faut également mentionner l'achat en 1806 des 4 albums de la collection de Filippo Baldinucci, ainsi que les dons reçus au XIXe et au XXe siècle, par exemple celui de la collection Is de la Salle ou celui en 1935 de la collection du baron Edmond de Rothschild, et nous le verrons dans quelques instants. Les livres est un véritable catalogue raisonné des dessins de Bologna du XVIe siècle qui a été organisé d'une manière chronologique. De la même façon, l'exposition qui accompagne cette parution permet de suivre un parcours chronologique articulé en 4 parties et donne un aperçu de la richesse de cette partie de la collection des dessins de l'école bolognaise. La première section présente une sélection des dessins représentatifs du premier classicisme bolonais. Au début du Cinquecento, donc au début du XVIe siècle, la ville de Bologne, connue par ses tours et ses arcades, et ainsi que par sa gastronomie, aujourd'hui on pourrait dire, la ville de Bologne connaît un élan artistique d'exception, favorisé par la pensée humaniste, diffusée par les érudits de l'université, comme Codro ou Beroaldo. La réflexion que les humanistes mènent sur les mondes antiques les porte à une relecture des textes anciens, à leur traduction et à leur diffusion auprès de la cour de la famille Bentivoglio, les seigneurs de Bologne. Grands mécènes, les Bentivoglio s'adressent pour leur commande tout particulièrement à Francesco Francia, que vous voyez ici à l'écran dans un autoportrait conservé à Madrid. Les Bentivoglio commandent à Francesco Francia plusieurs fresques pour leur palais, des peintures dévotionnelles dans leurs églises, ainsi que des objets d'orfèvrerie. Francesco Francia est à la tête d'un atelier florissant, produisant des œuvres d'un raffinement extrême. Sa manière de dessiner, parfois sur des supports précieux comme les parchemins, accorde une grande minutie au détail, une attention soutenue au volume et au rendu de la lumière. Les dessins qui ouvrent l'exposition et que vous voyez à l'écran à ce moment représentent l'héroïne Judith qui s'apprête à mettre la tête d'Holoferne dans le sac tenu par sa servante. Elle veut le montrer au peuple d'Israël comme preuve que le général des armées assyriens a été enfin battu. Les sujets de ces dessins, tirés du livre de Judith, exécutés sur un rapport raffiné comme les parchemins, a une intention moralisante qui signifie la victoire de la continence sur la luxure ou de l'humilité sur l'arrogance, et pourrait justement avoir été commandité par la cour de ses mécènes, la famille Bentivoglio, en 1505. Le style pur et linéaire de Francesco Francia qu'on y reconnaît est étroitement lié à l'activité d'orfèvre qu'il mène parallèlement à celle des peintres durant toute sa carrière. Il signe d'ailleurs ses peintures lyriques de son surnom Francia, qui en réalité est le diminutif de Francesco, parfois accompagné du mot aurifex, c'est-à-dire orfèvre, comme on peut le lire si on avait la possibilité vraiment de s'approcher du tableau. On peut les lire dans les cartouches peints au pied de l'ange, dans la Vierge à l'enfant, dit Pala Felicini, conservée à la Pinacothèque de Bologne. Dans ce même atelier, donc dans l'atelier de Francesco Francia, semble avoir travaillé un artiste plutôt méconnu qui s'appelle Peregrino da Cesena. On le connaît surtout en tant qu'auteur d'éniel plutôt que comme dessinateur. Cependant, l'album des modèles dessinés, entré dans les collections du Louvre en 1935 grâce au don de la collection du baron Edmond de Rothschild, montre que les dessins étaient pour lui les moyens préférés pour la conception d'objets élégants, comme des bijoux ou des objets d'orfèvrerie. Ici, par exemple, à l'écran, vous voyez des modèles pour des broches ou des bagues ou des bracelets. Les dessins lui servaient aussi pour étudier des modèles intérieurs dans une recherche constante de perfectionnement des formes. Du fait de sa fragilité, nous ne pouvons pas les feuilleter comme on aimerait les faire, mais dans l'exposition, un dispositif numérique placé à côté du carnet vous permet d'apprécier quelques pages de ces petits objets d'environ 10 cm. Il s'agit d'un véritable petit carnet de poche, encore dans sa reliure d'origine, en veau marron estampé avec des motifs quadrilobés. Les pages à l'intérieur sont d'une beauté éblouissante. Elles sont comme un véritable voyage à travers son travail raffiné d'artiste orfèvre ou de copiste d'après l'antique ou d'après certains éléments appartenant au monde végétal ou animal.
Par exemple, on peut découvrir comme en partant d'une fleur qu'il va copier d'une manière extrêmement élégante et raffinée, il va concevoir un objet d'orfèvrerie qui pourrait être une broche. Vous reconnaissez la fleur au centre des deux dragons affrontés. Ou encore, nous pouvons voir justement sur ces pages des copies d'après l'antique ou une superbe copie d'après un petit oiseau qui est un gypaète, voilà, comme vous voyez à l'écran. Un autre artiste, il faut le dire, fort méconnu et plutôt mystérieux, qui est actif à la même période et qui sans doute a eu une formation dans l'atelier de Francesco Francia au début du XVIe siècle, est Jacopo da Bologna, qui est présent au Louvre à travers une série de dessins qui sont tous répertoriés donc dans les catalogues, des dessins d'un raffinement extrême, issus probablement d'un livre des modèles démembrés à une date non précisée. Ces dessins sont tracés donc avec un raffinement exquis et pourraient être souvent des figures de répertoire relevant d'un univers fantastique. En effet, ce que vous voyez à l'écran et qui est présenté à l'exposition, donc sur la gauche de l'écran, est un dessin qui s'inspire, qui se rapproche surtout d'une page d'un carnet démembré qui est conservé aujourd'hui à Lille et que j'ai mis à l'écran juste par comparaison pour remarquer la proximité en fait entre ces deux feuilles et surtout une page qui porte à noter en bas le nom de l'artiste et à partir de laquelle on attribue donc les feuilles du Louvre à ces personnages un peu mystérieux. Bologne a été le berceau de l'un des graveurs les plus importants du Cinquecento, Marcantonio Raimondi. Celui-ci a pris une formation dans l'atelier également de Francesco Francia, où il avait acquis la maîtrise de la ligne, s'était installé à Rome en 1509 pour exercer le métier de graveur, et notamment d'après les œuvres de Raphaël. Ces rares dessins témoignent de sa capacité à s'exprimer à travers un geste qui peut être rapide et fluide, comme les dessins que vous voyez à l'écran, ou extrêmement minutieux et attentif aux détails, comme nous le montrent donc ces dessins visibles à l'exposition appartenant à la collection Edmond de Rothschild. Dans la feuille avec la Vénus accroupie accompagnée de l'amour en équilibre sur une colonne, également à l'exposition, il est possible de reconnaître une étude préparatoire pour la gravure analogue exécutée en 1509. L'artiste réinterprète sur cette feuille une statue hellénistique du IIIe siècle avant Jésus-Christ, dit autrefois Vénus du doigt d'Alsace, du nom de son auteur présumé, doigt d'Alsace de Bithynie. Il s'agit d'une statue aujourd'hui perdue, mais connue par des copies romaines. Marcantonio Raimondi pourrait avoir copié la version de la statue conservée dans les collections royales anglaises depuis le XVIIe siècle. Cette statue, aujourd'hui visible au British Museum à Londres, provient des collections d'Isabelle d'Este à Mantoue, et l'artiste l'a sans doute vue au moment de son voyage entre Venise et Rome en 1509. Cette identification s'appuie sur le fait que cet exemplaire de la statue est celle qui, à l'époque, avait encore sa tête d'origine. Et c'est en effet à cette partie du corps que l'artiste s'est intéressé tout particulièrement, car il a repris chaque mèche de la coiffure, tout en apportant des variantes à l'inclinaison de la tête et aux épaules. Un détail qui est intéressant de remarquer est l'encre plus sombre utilisée par l'artiste pour les jambes de l'amour en équilibre sur la colonne derrière la déesse. Donc ici. Cette encre plus sombre fait supposer que ce dessin est une étude destinée à peaufiner la pose de la figure dans l'estampe correspondante. En revanche, les paysages, évoqués seulement par quelques traits rapides, vibrent de fraîcheur, ce qui donne à cette image un statut de dessin particulièrement frais. Dans ces mêmes années, au début du siècle, est actif à Bologne un artiste tout à fait unique en son genre, qui a eu une très longue carrière, durée jusqu'à la moitié du siècle, jusqu'aux années 1550, et qui a fait évoluer son style graphique d'une manière assez spectaculaire. Il est en effet indispensable, quand on parle de Bologne au XVIe siècle, de mentionner Amico Aspertini, dont le visage nous est connu par son autoportrait, disons, qu'il a choisi pour une des figures d'un retable qui aujourd'hui est conservé à Lucques, en Italie. Les bizarreries d'Amico Aspertini sont racontées par Giorgio Vasari dans la vie de l'artiste, qui le décrit comme un homme fantasque, aux idées étranges, tout aussi folle et bizarre que les figures qu'il a peintes à travers l'Italie, surtout à Bologne.
Aspertini, au début de sa carrière, s'exprime avec un style tout à fait conforme à celui de ses contemporains, c'est-à-dire un style qui prête une grande attention à la ligne, pure, simple, tracée de la pointe d'une plume fine, avec laquelle il a exécuté surtout des copies d'après l'antique. On sait que les décors de la fabuleuse Domus Aurea, la villa de Néron redécouverte dans la seconde moitié du XVe siècle, l'avaient particulièrement intéressé. Ici, donc, une photo d'un des intérieurs qui a sans doute été copié par l'artiste. Et d'ailleurs, à l'instar des artistes de l'époque, il n'avait pas hésité, Aspertini, à inciser son propre nom. Aujourd'hui, on dirait qu'il a tout simplement tagué son nom sur l'un des murs de la villa lors de l'une de ses incursions pour en copier les merveilles aux alentours de 1496. En fait, les artistes avaient souvent l'habitude, en rentrant dans les grottes, ces lieux qui venaient d'être découverts, de laisser leur nom incisé sur les murs, un peu comme on ferait justement aujourd'hui, comme amusement, on pourrait dire. Dans les dessins exposés ici à l'écran et visibles à l'exposition en format recto-verso, Aspertini a tracé un type de décoration architecturale avec des colonnes très fines qui rappellent donc certaines fresques de ces lieux. On remarque également que ce dessin a été esquissé par la main d'un gaucher, car les hachures vont du haut à gauche au bas à droite, comme c'est d'ailleurs le cas de certaines autres feuilles de sa main. Cette manière de dessiner s'accorde avec un autre témoignage de Giorgio Vasari dans la vie de l'artiste qui relate qu'Aspertini était ambidextre. Je cite, « Il peignait de deux mains à la fois, tenant dans l'une les pinceaux des tons clairs, dans l'autre celui des sombres. Il n'est donc pas surprenant de constater que même lorsqu'il dessine, il change de main d'un dessin à l'autre. » Amico Aspertini a apporté à Bologne la connaissance des vestiges de l'Antiquité grâce à ses carnets de dessins remplis de copies d'après l'Antique exécutés à Rome à la fin du XVe siècle ou dans les toutes premières années du XVIe. Ses compatriotes s'en sont servis pour se former sans forcément se rendre à Rome, car plusieurs copies exécutées à Bologne l'attestent. Nous en verrons une plus tard. Le style d'Amico Aspertini a évolué tout au long de sa carrière, qui a duré, donc, comme je disais, jusqu'à la moitié du XVIe siècle. Si dans sa jeunesse la ligne est protagoniste, dans sa maturité, ses dessins comme ses peintures nous montrent un style plus libre, plus créatif, plus expressionniste, avec des formes dilatées jusqu'au grotesque, obtenues non plus avec la plume, mais avec une pierre noire tendre, avec laquelle il dessine des contours presque flous. Certains de ces dessins révèlent que l'antique l'intéressait encore. Vous le voyez dans cette copie d'après l'une des scènes de la colonne Trajane, qui représente l'embarquement des troupes de Trajan sur les Danubes lors de la première campagne de Dacie. Les variantes dans les postures des personnages, l'invention de certains détails, indiquent qu'il n'aurait pas copié les reliefs à nouveau comme il avait fait lors de sa jeunesse, mais à un âge avancé, il aurait tout simplement repris ses propres dessins pour faire d'autres types de créations. Donc on voit un peu une correspondance, une interprétation dans cette partie du dessin de cette scène-là. Vous voyez que les positions rassemblent mais ne sont pas tout à fait identiques au modèle de référence. À la mort de Francesco Francia, l'atelier d'Innocenzo da Imola s'impose à Bologne comme nouveau lieu de création. Les œuvres d'Innocenzo da Imola s'adressent à une clientèle bolognaise qui demande un renouveau du langage orienté vers la nouveauté venue d'ailleurs. Car désormais, à Bologne, avec l'arrivée de la Sainte-Cécile, que vous voyez à l'écran, de l'extase de Sainte-Cécile, peinte par Raphaël pour la chapelle de Elena Duglioli dall'Olio dans l'église San Giovanni in Monte, aujourd'hui présentée à la Pinacothèque nationale de Bologne. Donc avec l'arrivée de cette œuvre de Raphaël, un nouveau classicisme s'impose sur la scène bolognaise. Les œuvres de Raphaël deviennent un modèle qui est réinterprété d'une manière personnelle et créative, tout en restant reconnaissable. Les peintures d'Innocenzo da Imola, encore visibles pour la plupart dans leurs lieux d'origine, comme les mariages mystiques de Sainte Catherine, de l'église San Giacomo Maggiore, ou l'Annonciation de l'église Santa Maria dei Servi, ou le Saint Michel combattant les démons
maître-autel de l'église San Michele in Bosco et aujourd'hui à la Pinacoteca Nazionale de Bologne, nous l'illustre tout particulièrement. Cette relation, cette dépendance, cette dette de l'œuvre de Raphaël est particulièrement évidente dans cette peinture de Saint-Michel terrassant les démons qui s'inspire directement d'une œuvre de Raphaël que vous connaissez bien car elle est aujourd'hui présentée au musée du Louvre. Les deux dessins de Innocenzo da Imola qui sont présentés dans l'exposition correspondent à deux phases distinctes de sa carrière. Celui que vous voyez à l'écran représente la résurrection de Lazare et pourrait être daté des années 1520 en raison d'un traitement des figures qui sont serrées les unes contre les autres avec des drapés sculptés par la lumière. Donc il y a une forte relation avec les teintures des Actes des Apôtres de Raphaël. Les seconds dessins, en revanche, Apollon, Cybèle et Marsyas, peut être considéré comme l'une des œuvres les plus tardives de l'artiste, car il s'agit d'une étude préparatoire très rare pour l'une des fresques exécutées dans les années 1540, au début des années 1540, dans la Palazzina della Viola à Bologne, une résidence suburbaine de la famille Bentivoglio, achetée en 1540 par le cardinal d'Ivrea. Dans cette composition assez fragmentaire et plutôt abîmée aujourd'hui, l'on remarque toutefois des effets de profondeur assez nouveaux, où les plans successifs permettent de créer un dialogue entre les différents moments de l'histoire, interprétés par des figures idylliques dans des postures élégantes, en torsion, d'ascendance maniériste. Donc malheureusement, l'état fragmentaire de la fresque ne fait pas honneur à ce qui devait être à l'origine cette peinture, qui, d'après les sources, a été admirée par la multitude d'élèves que l'on donne à Innocenzo da Imola, parmi lesquels on peut même citer Francesco Primaticcio, que vous connaissez comme les Primatis, auteur des grands décors du château de Fontainebleau. Pendant que Innocenzo da Imola produit à Bologne des grands rétables pour les familles notables de la ville, pendant qu'il peint des œuvres dévotionnelles à caractère privé, ainsi que des portraits, deux autres artistes s'affirment sur la scène bolognaise. Je pense à Bartolomeo Ramenghi di Bagnacavallo et Biagio Puppini, deux artistes qui se nourrissent des modèles de l'Antiquité et des modernes, découverts lors des différents voyages à Rome, où ils se rendirent, selon les témoignages de Giorgio Vasari, pour travailler avec Raphaël, donc c'est-à-dire avant sa mort en 1520. Malheureusement, nous n'avons pas de preuves réelles que les deux artistes aient vraiment travaillé avec Raphaël, mais leurs nombreux dessins nous renseignent sur l'admiration portée envers ses œuvres, car il les copie et il les réinterprète à plusieurs reprises. Dans les dessins affichés à l'écran, en particulier de la main de Bagnacavallo, l'artiste a représenté Christ enfant parmi les docteurs. La relation avec l'œuvre de Raphaël apparaît surtout dans les personnages dessinés au premier plan à droite, donc celui-là, qui est une véritable citation d'une figure qui apparaît dans la scène peinte sur la troisième travée des loges du Vatican. Ces dessins nous intéressent tout particulièrement car Giorgio Vasari, qui estimait l'artiste, possédait dans son livre dei disegni un dessin des mêmes sujets que celui du Louvre. Dans la vie de Bagnacavallo, le collectionneur écrit, je cite, « Ce peintre fut d'un niveau plus que convenable. Il avait plus de dessins et d'inventions que les autres, comme le montre une étude, dans notre portefeuille, de Jésus au temple parmi les docteurs, où il y a une architecture très judicieuse. » Ce dessin a perdu toute trace d'appartenance à cette collection et n'a été réattribué à l'artiste qu'en 1962, après un long anonymat. Donc il a été réattribué à Bagnacavallo par Philippe Ponce, connaisseur des dessins anciens. Cependant, sa renommée est attestée également par les différentes copies et versions qui en existent. Dans ces dessins, l'on remarque, comme Vasari l'indique, une importance majeure accordée à l'architecture. Et précisément à l'architecture typique de la ville de Bologne, avec ses arcades sous lesquelles se déroule encore aujourd'hui la vie de la société bolognaise. Et ce sont ces arcades et les couleurs chaudes de la ville qui, comme un fil rouge, ont été choisies pour accompagner les visiteurs dans l'exposition d'une section à l'autre. Les dessins de Bagnacavallo et des Puppini nous sont particulièrement chers car ils sont, pour nombre d'entre eux, les témoignages d'œuvres disparues ou fragmentaires. C'est le cas des études préparatoires pour les fresques du couvent San Salvatore, exécutées vers 1526, au Louvre,
Un grand dessin avec les miracles de la multiplication des pains pourrait illustrer ce à quoi devaient ressembler les grands décors qui occupaient l'un des murs du réfectoire du couvent. Ces dessins finis de la main de Bagnacavallo montrent des signes d'usure évidentes dus à une manipulation excessive, car il faut rappeler que le dessin, qui a eu une certaine renommée tout au long de son histoire, avait été gravé par Giovanni Battista Cavalieri déjà à la seconde moitié du XVIe siècle. Cette grande composition avait été préparée par des esquisses plus rapides de la main de son jeune collaborateur Biagio Puppini. Un dessin que j'ai fait apparaître au centre de l'écran est présenté également à l'exposition, à côté de la grande feuille. Et Puppini s'exprime avec une manière vibrante et rapide de dessiner. Une autre étude de la main de Puppini est en revanche conservée à Windsor. Et vous voyez comme les deux feuilles correspondent à deux parties donc, de cette grande composition dans quelque chose, dans des études qui ne montrent pas encore la composition arrêtée, mais encore l'idée en train d'évoluer. Aujourd'hui, cette fresque se trouve probablement encore sur place, mais elle a été cachée derrière un mur monté à une date non précisée, les couvents ayant changé de destination à plusieurs reprises et aujourd'hui accueille les sièges de la police scientifique de la ville. Mais heureusement, tout n'est pas perdu des faces de ces chantiers majestueux. En effet, les fragments de la fresque avec la dispute de Saint-Augustin et des manichéens, qui d'après les descriptions anciennes faisaient face à la scène du miracle, nous montrent, par une forme de correspondance, de mise en place, nous montrent que les dessins avaient une construction spatiale semblable, en perspective centrale, l'une avec des architectures fragmentaires, mais qui nous donne un peu un exemple de ce qui devait être. Elle est à peu près en taille réelle ici affichée à l'écran. L'autre que je vais faire apparaître derrière, avec une mise en scène en plein air. Mais les deux images, comme structure, sont assez superposables. La personnalité de Biagio Puppini, donc les collaborateurs de Bagnacavallo, actifs entre 1511 et 1551, est extrêmement bien représentée dans les collections du Louvre, où est conservé l'ensemble le plus riche des dessins de l'artiste. On conserve en fait environ 100 dessins de sa main, tous donc répertoriés dans l'inventaire des dessins bolonais du XVIe siècle. Les feuilles du Louvre correspondent à peu près un tiers des dessins connus de l'artiste et conservés dans différentes collections publiques et privées, en France ou à l'étranger, ou encore circulant sur les marchés de l'art. La plupart des dessins des Puppini conservés au Louvre proviennent de la collection du banquier d'origine allemande, Everard Jabach, acquise en 1671 pour le cabinet du roi Louis XIV. Tous ces dessins sont les témoignages de l'importance que l'artiste accordait à l'exercice graphique en tant qu'étape indispensable à sa formation. Puppini s'intéresse à l'antique. Ici, vous voyez une copie, d'après les sarcophages d'Achille et Pentésilée, qui est aujourd'hui présenté au Louvre. En réalité, il pourrait s'agir d'une copie indirecte, comme je disais tout à l'heure, d'après un dessin que Aspertini avait tiré de ces sarcophages. Témoignage de la circulation des modèles antiques dans la ville de Bologne à l'époque. Puppini s'intéresse également aux maîtres modernes comme Michel-Ange ou Raffaello. Ici, une feuille où l'artiste a mélangé deux copies d'après l'antique et une copie d'après le Christ de la Minerve de Michel-Ange. Une statue mise en place dans l'église en 1522, date après laquelle il a dû sûrement voir l'œuvre et donc exécuter ses dessins. Et à côté, donc, les images de référence, les deux, un bas-relief et une statue avec une figure d'un prisonnier qui est visible sur l'arc de Constantin à Rome. Puppini s'intéresse également aux modernes comme Dürer, connu, dont les modèles disons, sont véhiculés par les estampes de Marcantonio Raimondi. Il s'intéresse à certaines nouveautés introduites à partir de 1526 par Giulio Romano. Ici, un dessin qui reprend avec une forme d'interprétation l'une des fresques de la salle des Psyché au Palazzo Te à Mantoue. Il s'intéresse aux nouveautés de Polidoro da Caravaggio, ici une copie d'après l'une des façades peintes en grisaille sur un palais à Rome, Palazzo Boni Auguri, ou encore il s'intéresse aux nouveautés introduites véritablement à Bologne à partir de 1527 par Parmigianino. Ce dessin en est un exemple. Cette pratique,
Donc, cette manière de dessiner, qui s'inspire d'autres maîtres ou de l'antique, fait de lui, fait des Puppini en quelque sorte, les fournisseurs officiels des modèles des grands maîtres. Il faut dire que Giorgio Vasari a jugé Puppini très méchamment. Dans la vie de l'artiste, il est défini comme un artiste qui lavorava, je vais citer en italien cette fois, lavorava di pratica e cavava ogni cosa dai disegni di questo e di quello, qu'on pourrait traduire en il peignait de façon routinière et tirait tous ses dessins de tel ou tel. En réalité, derrière une critique si sévère, on comprend une sorte de mauvais accueil que les artistes bolonais avaient réservé à Giorgio Vasari quand il arriva dans la ville en 1539, car il est considéré plutôt comme un concurrent plutôt que comme un modèle à suivre. Cette pratique nous explique à quel point les dessins, en tout cas cette manière de dessiner qui s'inspire d'autres modèles, nous explique à quel point les dessins est important pour qui veut se nourrir des exemples les plus actuels. Même si les peintures reconductibles à la main des Puppini sont extrêmement rares, l'analyse de ces dessins nous renseigne sur leur genèse et sur la méthode de travail de l'artiste. Puppini dessine avec un style très personnel, bien identifiable, caractérisé par des effets d'ombre et de lumière particulièrement intenses. Les compositions très picturales, souvent tracées à la pointe du pinceau ou esquissées sur les papiers par une plume rapide qui fuit les règles de la perspective géométrique, ces dessins montrent un intérêt accru pour les rendus de la lumière. La lumière est rendue par une surabondance de rayons de gouache blanche qui contrastent avec les fonds de couleurs bleu, jaune, marron rougeâtre. Les 7 dessins présentés à l'exposition que j'ai assemblés ici sur cette image nous surprennent non tant par la beauté des formes, qui sont plutôt irrégulières et insensibles à la recherche de la perfection, mais ils nous surprennent par leur originalité, marquée par la rapidité du geste et surtout par l'intérêt accru pour la couleur. Cet intérêt marqué par la couleur est l'une des caractéristiques du dessin bolonais du XVIe siècle. En effet, on remarque, parmi la plupart des artistes, un usage répandu des papiers de couleur bleue, alors que d'autres apporteront de la couleur dans leur dessin par le biais de la technique. À partir des années 1540, les échanges entre Bologne et Rome s'intensifient. Et déjà en 1550, certains artistes bolonais sont invités à travailler dans les deux villes pour des chantiers d'exception. Les artistes maniéristes bolonais, protagonistes de la troisième partie de l'exposition, suivent l'exemple. C'est le cas de Prospero Fontana, dont plusieurs dessins sont tracés sur du papier bleu, comme celui que vous voyez à l'écran. Prospero Fontana est probablement l'artiste bolonais qui incarne le mieux les passages du classicisme, ce qu'on a vu jusqu'à présent, forgé donc sur les langages de Raphaël, à la maniera toscano-romaine importée à Bologne par Giorgio Vasari, des passages de la ville en 1539. Nous avons vu et dit que Giorgio Vasari n'est pas assimilable aux autres artistes actifs dans la ville à la fin des années 1530. En effet, sa diversité de visions fait de lui un modèle auquel seulement la nouvelle génération d'artistes commence à se référer. La plupart des dessins de Prospero Fontana, qui fut son élève d'ailleurs, se trouvent au British Museum à Londres. Cependant, les fonds du Louvre restent exemplaires en ce qu'il illustre à la fois l'assimilation donc des modèles de son maître, déclinés d'une manière personnelle dans certaines de ses peintures, et une forme de capacité à se renouveler en harmonie avec les formules proposées à Rome par l'atelier de Federico et Taddeo Zuccari au début des années 1550. Dans les dessins exposés, on reconnaît une étude pour l'une des fresques de la salle d'entrée de la Villa Giulia, la villa du pape Jules III à Rome, située sur la colline dite Parioli. L'édifice, dont les premiers projets sont dus à Giorgio Vasari lui-même, fut construit par l'architecte bolonais Jacopo Barozzi di Vignole entre 1551 et 1553. Il fut décoré à l'intérieur entre 1553 et 1555 par les compatriotes Prospero Fontana avec l'aide du jeune collaborateur Taddeo Zuccaro. Le thème de ces décors fut suggéré par le poète Annibale Caro qui proposa pour cette maison, laquelle à l'époque était dans la campagne romaine, donc il proposa pour cette maison des sujets agrestes,
avec des bergers qui chantent, des nymphes qui dansent, des satyres, des faunes, des créatures des bois et des silènes et d'autres fantasies sauvages. Ces éléments qui ponctuent notre dessin ont été détaillés selon la tradition graphique bolognaise qui se caractérise par des effets chromatiques et des lumières très intenses. Pendant que les Bolognais Prospero Fontana réalisent à Rome les décors de la villa du pape Jules III, donc encore ici à l'écran, Pellegrino Tibaldi arrive sur la scène bolognaise. Le cardinal Giovanni Poggi avait remarqué à Rome un jeune talentueux qui s'était distingué sur les chantiers du décor des châteaux Saint-Ange, où il avait travaillé en tant que fresquiste aux côtés de Perino del Vaga jusqu'à prendre la place en tant que responsable des décors à sa mort en 1547. À Rome, Tibaldi avait également collaboré avec Daniele da Volterra à la décoration de la chapelle della Rovere dans l'église Trinità dei Monti, un artiste grâce auquel Pellegrino assimile les formes maniéristes, puissantes et musclées, que vous voyez à l'écran, de Michel-Ange, ce qui est remarquable dans ses compositions. Le cardinal Poggi, en 1549, n'hésite pas un instant à arracher Pellegrino à son travail romain pour l'amener avec lui à Bologne, où il va lui confier les décors de sa propre demeure, le Palazzo Poggi, situé dans le centre-ville, dans l'actuelle Via Zamboni. Pellegrino Tibaldi, d'origine lombarde, connaissait déjà la ville de Bologne car il y avait probablement reçu sa première formation, en y séjournant avec son père qui travaillait comme maçon et tailleur de pierre. Dans la ville, donc à Bologne, il s'était tout jeune et s'était confronté tant au classicisme pratiqué dans l'atelier de Bagna Cavallo, comme l'indique Carlo Cesare Malvasia dans la Felsina Pittrice, il s'était intéressé également au maniérisme de Giorgio Vasari, dont il avait copié les peintures de San Michele in Bosco. Rappelons que la Felsina Pittrice est le livre écrit par le comte Carlo Cesare Malvasia en 1678, consacré au peintre de Bologne, véritable référence, car il se voulait un peu l'équivalent de vie de Giorgio Vasari. Dans l'appartement du cardinal Poggi, Pellegrino Tibaldi peint les fresques consacrées à l'histoire d'Ulysse. Il propose ici des modèles figuratifs imprégnés de son expérience romaine, et notamment de Michel-Ange, des fresques qui vont inspirer tous les artistes après lui. Tibaldi prépare ses décors qui couvrent les plafonds de 2 pièces situées au rez-de-chaussée du palais en traçant plusieurs dessins. Pour les compartiments représentant Neptune assis sur son char, le Louvre conserve une toute première étude pour les personnages décorant son trône, un Triton et une Néréide. Ces dessins esquissés avec brio à la plume et encre brune nous montrent des figures qui illustrent l'intérêt de l'artiste envers les corps, dont les anatomies sont valorisées par son geste graphique plein d'énergie. À l'exposition est également présentée une étude pour la majestueuse figure d'Éole, que vous voyez ici dans le détail. À l'exposition est présentée donc cette étude pour la figure d'Éole, donc peint au plafond de la même salle d'Ulysse. Un dessin qui présente de petites variantes, mais assez relatives par rapport à la figure peinte, et un dessin qui a été tracé à la sanguine, avec une touche très délicate et attentive au volume. Donc les différences se remarquent surtout au niveau de l'orientation de la tête du personnage et de la manière dont la barbe fluctue, portée par les vents. Au Louvre, ces grands dessins tracés à la sanguine présentent tous ces rendus soignés des formes. Ici, à l'écran, on voit un trio de dessins d'une beauté éblouissante et ils sont tous les 3 exposés de cette manière. Il est important de souligner que la technique de la sanguine a été délaissée par la plupart des artistes bolonais du XVIe siècle. On en trouve écho seulement parmi les dessins de son collaborateur Giovanni Francesco Bezzi dit Nosadella, un artiste dont on a très peu d'informations, qui prend le nom du quartier dans lequel il habitait, probablement la Nosadella, un quartier qui existe encore dans le centre-ville. Nosadella est l'auteur des dessins qui nous montrent l'influence de son maître,
lesquels lui transmettent non seulement l'usage de la sanguine, mais également la manière de dilater les figures, amples et musclées, dans des postures audacieuses, souvent en raccourci. Ce sont tous des dessins visibles, bien sûr, dans les espaces sud. Les dessins donc, de Nosadella exposés font face à ceux de son maître Tibaldi et permettent d'apprécier les différences et d'apercevoir la délicatesse qui les caractérise. Son approche de la figure humaine est très délicate, comme on le remarque surtout dans cette étude des têtes, exécutée à la sanguine avec des retouches à la plume. En effet, l'artiste a souvent l'habitude, il prend cette technique comme il s'approprie, disons, de cette technique, il esquisse ses figures donc à la sanguine, puis il reprend certains détails à la plume, là où il veut surligner les ombres ou accentuer les contrastes. En 1573, les Bolonais Ugo Buoncompagni est élu pape sous le nom de Grégoire XIII. Pour renouveler les appartements pontificaux du Vatican, fait appel à des artistes originaires de la ville de Bologne, comme Lorenzo Sabatini, auquel il confie la décoration d'une salle, appelée justement Sala Bologna, en 1575. Une salle qui n'est pas visible car elle est vraiment utilisée par les papes encore aujourd'hui. Accompagné d'une équipe d'artistes, parmi lesquels Ottaviano Mascarino, qui est responsable de l'aspect architectural du décor, Lorenzo Sabatini conçoit une carte céleste monumentale surmontant une vue topographique, que vous voyez ici, de la ville de Bologne et des territoires qui l'entourent. Ces images célèbrent les intérêts scientifiques et religieux du nouveau pontife, ainsi que ceux de l'Université de Bologne, centre de la nouvelle science à l'époque de la Contre-Réforme. Même si le Louvre ne conserve pas les études préparatoires pour ce décor, mis à part un dessin en relation avec Ptolémée, l'astronome égyptien d'Alexandrie situé au plafond, mais qui n'est présenté que dans les livres, il est toutefois possible d'admirer les dessins de Ottaviano Mascarino et de Lorenzo Sabatini grâce à deux feuilles qui sont présentées et qui nous illustrent la grâce et la finesse de leurs gestes graphiques. Ici, à l'écran, on peut voir les dessins de Lorenzo Sabatini qui est en exposition, qui représente la circoncision et qui est préparatoire à une peinture aujourd'hui conservée aux États-Unis. Donc, ce qui est intéressant, effectivement, de ce type de présentation, qu'on peut mettre à côté du dessin, finalement, l'œuvre pour laquelle ils sont préparatoires, chose qu'on ne peut évidemment pas faire dans l'exposition. De la même génération que les deux artistes précédents, Orazio Sammarchini est un artiste bolonais qui a produit dans sa ville natale des œuvres d'une importance majeure, comme le retable avec la présentation de Jésus au temple, encore visible dans sa chapelle d'origine, la chapelle de la Famiglia Magnani, dans l'église San Giacomo Maggiore à Bologne. Au Louvre est conservé son dessin préparatoire, un dessin qui nous montre un artiste mûr, qui sature l'espace des figures, les unes imbriquées aux autres, parfois en torsion, définit ces figures par une ligne nette, particulièrement anguleuse, presque métallique, une ligne tracée à la plume, où le lavis intervient pour accentuer les contrastes entre les zones dans l'ombre et celles baignées de lumière, en obtenant un effet chromatique et des saturations de l'espace assez éblouissants. Un effet analogue de saturation de l'espace, nous pouvons les voir sur les études préparatoires pour les fresques du plafond de l'église Sant'Abbondio à Crémone, exécutées par l'artiste à partir de 1575 et interrompues par sa mort en 1577. L'octogone au centre du plafond, qui représente les vertus et les anges, est rempli de personnages avec un effet de profondeur accentué par les poses audacieuses en raccourci. Le dessin du Louvre, présenté à l'exposition, pourrait bien être l'une des études pour l'image centrale de cette décoration à fresque. L'artiste a pris le soin de détailler dans ses dessins les personnages et surtout la forme de la composition, donc en octogone, en soulignant les ombres et les reliefs de la corniche au moyen d'un lavis blond et délicat. L'on peut également admirer son énergie graphique dans la feuille de la collection Gaddi qui réunit 7 dessins de l'artiste, certains des études de composition complètes, par exemple ici,
ou ici des études d'adoration de l'enfant Jésus, ou celle présentée au centre avec Cupidon endormi. D'autres dessins étant des fragments, comme ici une étude pour 2 soldats, on pourrait dire, ou c'est un dessin et un autre dessin. Donc ces 2 poutis, situés aux extrémités de la feuille, sont en réalité des fragments des feuilles plus grandes et ils sont préparatoires, en effet, aux poutis qui ornent les nervures du transept de la voûte de la cathédrale de Parme, où Sammarchini a travaillé en 1570. Un style proche, caractérisé par des formes amples, remplissant l'espace, se reconnaît dans les rarissimes, j'ai envie de dire, dessins d'un artiste bolonais qui porte un surnom amusant, très rattaché à la culture gastronomique de la ville, car on l'appelait il lasagna, non? Vraiment comme les plats de lasagne, qui en réalité il s'appelle Felice Pinariccio, donc nous l'appellerons quand même lasagne parce que c'est plus amusant. Cet artiste prépare un retable, encore visible dans l'église San Bartolomeo di Reno, grâce à ces 2 dessins conservés au Louvre. Voici la peinture. Et les dessins à côté. Donc, ces dessins sont présentés sur un montage de la collection de Niccolò Gaddi et représentent à gauche Sainte Catherine, un dessin dans lequel certains détails ne sont qu'ébauchés, et à droite, en revanche, Sainte Lucie, plus finie et mise au carreau pour les transferts. La datation de cette œuvre, de ces dessins en particulier, a été estimée vers 1575 par une proximité stylistique avec 2 œuvres de Sammarchini, qu'on va voir dans quelques instants, préparatoire à 2 figures qui se trouvent dans la chapelle Magnani de l'église San Giacomo Maggiore, que nous avons vue il y a quelques instants, décorée donc par l'artiste à cette date. Quant à Giovanni Battista Ramenghi, qui est le fils en fait de Bartolomeo Ramenghi di Bagnacavallo, que parfois on appelle Bagnacavallo Junior, donc quant à Battista Ramenghi, l'apprentissage auprès de son père est le point de départ d'une carrière qui le voit d'abord en France, à Fontainebleau précisément, où il travaille de 1537 jusqu'au début des années 1540, avec les équipes donc actives sur les chantiers royaux du château dirigés par Rosso Fiorentino et puis par Primatisse. Ensuite, ce jeune talentueux, riche de ses expériences, regagne l'Italie et se rend d'abord à Rome, où il collabore avec Giorgio Vasari pour enfin retourner à Bologne. Il va continuer une carrière de peintre. En ce qui concerne les dessins de cet artiste conservés au Louvre, une inédite adoration des mages pourrait être le témoignage d'une œuvre de jeunesse, quand, comme les autres artistes bolonais, l'exercice de la copie était indispensable dans la formation de l'artiste. À Bologne, cet exercice de copie consistait à copier les cartons de Baldassarre Peruzzi, conservés aujourd'hui à Londres, qui à l'époque étaient visibles dans la maison de Giovanni Battista Bentivoglio, qui avait commandité l'œuvre vers 1522-1523. Donc dans ces dessins du Louvre, à gauche, donc ces dessins reproduits avec une forme d'interprétation, car il ne les reproduit pas exactement, en tout cas reproduit la partie centrale du grand carton de Baldassarre Peruzzi. Une autre feuille du Louvre est en revanche le témoignage de son savoir-faire de dessinateur mis au service de l'illustration. Car ces dessins nous montrent sa capacité à adapter son geste graphique à des compositions de petites dimensions. Nous avons là un dessin sur la gauche qui mesure à peu près 12 cm, donc tout petit. Les dessins, donc à gauche, est en effet l'étude pour la partie centrale de la xylographie, ici, donc, illustrant les frontispices du statut juridique de la Corporation des Orfèvres de la ville de Bologne, publié en 1573. La feuille nous montre des traces d'usure, preuve évidente que le dessin a été utilisé pour préparer la matrice de l'estampe, car les dimensions correspondent exactement. Les dessins présentés à l'exposition de la main donc, de Ramenghi sur papier bleu, qui représente Dieu le Père, la Vierge à l'Enfant entre Saint-Dominique et Saint-François, est une étude préparatoire pour une peinture de dévotion privée conservée en Italie, dans la ville de Sienne, dans une collection particulière.
Exécuté dans les années 1570, Giovanni Battista Ramenghi fait ici preuve d'un langage mesuré, d'une simplicité archaïque. Cette volonté de dessiner une image simple et claire, d'ailleurs selon les mêmes modèles, vous voyez la proximité avec ce qu'on a vu il y a quelques instants des mises en place est assez frappante. Donc cette volonté de dessiner une image simple et claire était en accord parfait avec les idées du cardinal Gabriele Paleotti, publiées en 2 livres en 1581 sous le titre Discorso intorno alle immagini sacre e profane. Dans ce texte, le cardinal préconisait pour les peintures d'être réalistes, claires, immédiates, afin d'éduquer et accroître les sentiments religieux parmi les gens, en accord parfait avec les idéaux discutés lors du Concile des 30. La dernière partie de l'exposition est dédiée à Bartolomeo Passerotti. Sont présentés 7 dessins d'un artiste qui est une figure clé pour l'évolution de l'art à Bologne dans la seconde moitié du XVIe siècle. Il s'agit peut-être de l'artiste le plus puissant de cette école. Né en 1529 et mort en 1592, pendant les 40 années de sa carrière, cet artiste, par le biais du dessin, a su imposer une nouvelle façon de regarder les éléments naturels appartenant aussi bien au monde végétal qu'au monde animal, mais aussi l'homme, étudié avec un intérêt accru, quasi scientifique, pour la vérité de son image. L'artiste nous a laissé une multitude de feuilles dessinées. On parle d'un corpus d'environ 350 dessins, pour la plupart conservés aux offices, à Florence, au Louvre, à Windsor, à Oxford, mais également dans d'autres institutions du monde entier, et on retrouve régulièrement des dessins de l'artiste encore sur les marchés de l'art. Les dessins de Passerotti nous étonnent par leur capacité à changer radicalement de style en fonction du sujet représenté. L'artiste dessine notamment des figures dynamiques esquissées avec des traits plutôt vifs à la plume, en particulier dans les feuilles d'études qui témoignent de ses recherches sur la position du corps humain dans l'espace. Ici à l'écran, un dessin non exposé, mais bien évidemment dans les livres, qui nous illustre comment l'artiste approche justement les corps humains étudiés dans des postures variées. On retrouve des figures dynamiques, esquissées avec des traits plutôt vifs à la plume, également dans les feuilles préparatoires à des compositions précises, comme c'est le cas de la présentation de la Vierge au Temple. À la Galleria des Offices de Florence est conservée une étude d'ensemble pour la composition avec un cadrage rapproché et des figures qui dominent l'espace. Au Louvre est conservée une étude pour la partie supérieure de la peinture. Ce dessin a été tracé sur 3 morceaux de papier raboutés et est une étude pour les figures disposées au milieu et en haut de la composition. Il a sans doute été exécuté vers 1583-1584 pour ces rétables qui avaient été commandités pour la chapelle des membres de la Gabella Grossa, la douane de Bologne, et qui aujourd'hui est visible à la Pinacoteca nazionale de la ville. Il s'agit d'un rétable qui fait à peu près 4 mètres de haut. Sur les 2 morceaux du papier du bas, l'artiste a dessiné une étude pour les figures disposées sur plusieurs niveaux de l'escalier, exactement comme dans la peinture. En revanche, sur les morceaux de papier qui a été collé en haut, se trouve une étude pour la figure du prêtre, représentée dans les dessins, en train de descendre les marches pour aller à la rencontre de la Jeune Marie. Mais cette figure sera modifiée dans l'étape finale, car dans la peinture, ce personnage est immobile au sommet de l'escalier. Du dessin à la peinture, l'on remarque donc des variantes, notamment dans l'organisation de l'espace, preuve que l'artiste n'a pas encore arrêté la composition. Dans l'exposition est également présenté un dessin en relation avec la tête du personnage au premier plan à droite du tableau. Le rendu extrêmement fini de ces dessins fait supposer qu'il s'agirait pas exactement d'une étude préparatoire,
mais d'une reprise successive de la main de l'artiste, d'après la peinture pour en faire une œuvre ayant une valeur en soi, destinée fort probablement à un collectionneur. Passerotti sait en effet dessiner des formes rigoureusement définies, montrant son habileté à s'exprimer avec un geste mesuré et réfléchi. Cette étude de la figure de Jupiter, que nous avons choisie aussi comme image pour l'affiche de l'exposition, est un véritable disegno finito, soigné par l'artiste dans les moindres détails, avec un rendu des volumes obtenu par un réseau serré, particulièrement maîtrisé et finement calculé des hachures à la plume. La position de cette figure n'est pas une invention de Passerotti, mais s'inspire de celle de la statue du fleuve Euphrate, qui orne la fontaine dite de l'Océan, exécutée par Jean de Boulogne, qu'en italien on appelle Gian Bologna, un sculpteur actif à Florence entre 1572 et 1576 et qui est aujourd'hui dans les jardins des Boboli, donc à Florence. Passerotti a fait de l'Euphrate un Jupiter, voilà la figure, en les décontextualisant et en lui ajoutant les attributs caractéristiques du dieu, c'est-à-dire le foudre et l'aigle. Donc, les foudres et bien sûr l'aigle. Il est probable que l'artiste ait vu la fontaine en construction lors de son passage à Florence, où Passerotti est documenté le 11 août 1574. La position de cette figure a été utilisée par Passerotti pour l'un des personnages assis dans les bateaux représentés au centre de Homère et l'énigme des pêcheurs, une peinture dont la datation est proche et a été estimée vers 1575. Il s'agit d'une peinture qui a été acquise vraiment récemment par la Galleria des Offices en février 2021 et aujourd'hui est exposée donc, dans le musée. L'un des dessins préparatoires en relation avec cette peinture est présenté à l'exposition. Bartolomeo Passerotti met ici en scène une iconographie liée à une légende sur la vie d'Homère racontée par les pseudo-Plutarque. On y relate que Homère, aveugle, représenté à gauche assis sur un rocher, à l'arrivée des jeunes pêcheurs pouilleux, leur demanda ce qu'ils avaient pêché. Les jeunes marins paresseux, n'ayant rien pêché et désirés de cacher leur échec, répondent au vieux poète par un énigme. Ce que nous avons pris, nous les avons jetés. Ce que nous n'avons pas pris, nous les importons. Homère, cherchant en vain de quelle pêche il pouvait s'agir, fut incapable de comprendre que, plutôt d'aller à la pêche, ces jeunes avaient passé leur journée à s'épouiller sur les rivages. Les poux qu'ils avaient attrapés, ils les avaient tués et jetés, les autres, ils les gardaient sur eux. Impuissants à trouver la solution de l'énigme, les poètes, pris de désespoir, moururent, réalisant ainsi la prophétie de l'oracle qu'il avait averti de se méfier d'un énigme formulé par des jeunes gens. Donc un sujet, évidemment, ayant un sujet moralisant. Donc sur ces dessins, revenons au dessin, non seulement on retrouve la pose de Jupiter, comme on a dit tout à l'heure, pour cette figure, donc qui est là, mais on a également supposé de reconnaître un autoportrait de l'artiste pour le visage d'Homère, donc assis à gauche de la scène. En effet, selon l'interprétation de Raffaello Borghini proposée en 1584, donc du vivant de l'artiste, dans la biographie de Passerotti, donc Passerotti aurait voulu se mettre en valeur en tant qu'artiste, non sans une pointe de narcissisme, et pour cela, il aurait donné son visage au célèbre poète, sous le modèle de celui dont Cicéron dit qu'Homère est le meilleur des peintres. Mais au-delà de ces interprétations, les dessins de Passerotti nous séduisent par la force de cette composition et par l'intérêt porté aux détails. Notre dessin montre un certain nombre de variantes par rapport à la peinture, les formats verticaux, l'ajout d'un paysage en perspective ouvert vers l'horizon, qui est absent donc, dans la peinture, l'absence des coquillages au premier plan et également les points de vue qui est plongeant. Là, les coquillages, et que nous n'avons absolument pas dans notre dessin. Nous avons en revanche la figure du chien à l'identique.
Ces éléments suggéraient à la spécialiste de l'artiste, auteur de la monographie, donc correspondante, qui s'appelle Angela Ghirardi, avait suggéré que ces dessins avaient été tracés postérieurement à la peinture et destinés à la gravure. La spécialiste avait pour preuve les traits à la plume imitant les tailles croisées du burin et la présence, au bas à gauche, de l'inscription « Bi Passerotto », que je vous mets en grand, que l'on retrouve sur les rarissimes gravures exécutées par l'artiste. Comme Carlo Cesare Malvasia l'a exprimé très éloquemment dans sa vie, dans la Felsina Pittrice, donc les livres consacrés aux vies des peintres bologais, Passerotti était, je cite en italien, nato per intagliare forse più che ogni altro, avendo avuto una penna così franca e felice. Donc, né pour graver peut-être plus que quiconque grâce à une plume franche et habile. Dans certains de ses dessins, la modulation du son trait pleinement maîtrisé imite celui auquel on parvient avec le burin. Cette maîtrise de la ligne qui lui permet de proposer des effets de lumière analogues assez recherchés par les maîtres graveurs lui permet d'obtenir des dessins finis, à la manière des estampes, qui ont sans doute une valeur en soi pour un public des collectionneurs. Je termine donc ici cette présentation en remerciant bien évidemment la direction du Musée du Louvre qui a soutenu ces projets de recherche, les services qui ont permis la mise en place de l'exposition, la DMPC, et donc je tiens à remercier l'architecte muséographe qui m'a accompagné pour les choix muséographiques, Juan Halarson, les graphistes Frédéric Pincelet pour la finesse et l'élégance du graphisme que vous retrouvez dans l'exposition. Et bien évidemment, je tiens à remercier également les services d'édition du Musée du Louvre qui a soigné tout particulièrement cette publication, donc Christine Fuseau, chargée d'édition, et Anne Chapoutot pour la relecture des textes. Et donc, en vous remerciant pour votre présence, je souligne juste que le catalogue est en vente ici à la sortie de l'auditorium. Merci pour votre attention.